Merci beaucoup, Blandine, pour cet excellent exposé. Alors, j'ai le plus grand plaisir de présenter le professeur Catherine Usan, qui est chirurgien, gynécologue, oncologue, qui est chef de service à la Pitié. Et on avait eu son collaborateur, le professeur Geoffroy Canleb l'année dernière, qui a fait un excellent topo. Et donc là, on va continuer dans le... Je pense que pour la plupart, vous n'êtes pas gynécologue, vous comprenez le côté extraordinaire de notre spécialité, c'est avec les deux premiers topos, et ça va continuer, puisque Catherine va nous parler d'une désescalade raisonnée de la lymphodénectomie dans le cancer de l'ovaire. Merci Catherine. Bonjour, je suis très honorée d'être ici de nouveau parmi vous, car j'avais eu déjà le plaisir de présenter ici. Je vais vous parler d'une technique qui m'a beaucoup occupée quand j'étais interne, chef de clinique. Je crois qu'on en a tous fait beaucoup. Et puis, on a appris à savoir qu'il fallait en faire de moins en moins pour le bien des patientes. Et c'est une façon de se remettre en question quand on pense aux gestes qu'on peut faire qui, parfois, on a besoin d'un certain temps pour savoir qu'il faut désescalader. Voici mes liens d'intérêt. Alors, je vais commencer par une littérature un peu ancienne parce que je pense que c'est important de pas tout le temps regarder que les 2 dernières années. Quand on enlève des ganglions, on se pose deux questions. Est-ce que j'enlève ces ganglions dans le but de traiter la patiente, c'est-à-dire j'enlève des ganglions pour la guérir. Et puis une autre façon quand on enlève les ganglions, c'est de se dire est-ce que j'enlève les ganglions pour avoir une stadification, c'est-à-dire pour savoir si de la maladie occulte n'est pas allée ailleurs et si je ne dois pas changer mon traitement adjuvant. Donc on va commencer par la première question, qui est celle du curage thérapeutique. Donc c'est celle qui concerne les cancers de stade avancé. Donc, quand je vous parle de stade avancé pour le cancer de l'ovaire, c'est des stades 2B à 4. Et donc, historiquement, je vais commencer par des publications qui sont plus anciennes. Celle-ci, elle a 20 ans. Et donc, c'était un questionnement de dire, bah, est-ce que le fait de faire des curages ne change pas la survie des patientes? Donc là, on a un premier essai. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous montrer des essais randomisés et aussi des grands essais de la CIR Database, c'est-à-dire des essais de cohorte. Donc là, on était sur une étude où à chaque fois, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est d'enlever les ganglions qui a permis de mieux guérir les patientes ou d'avoir enlevé plus largement la maladie? Et il se trouve que souvent, c'est les chirurgiens qui enlevaient bien toute la maladie qui faisaient aussi les curages. D'où parfois le questionnement de savoir lequel de ces deux gestes était le geste le plus important sur le plan thérapeutique. Donc là, dans cette première grande étude qui poussait les gens à faire le curage, on voyait une différence de survie entre curage et pas curage, avec une meilleure survie sans récidive, mais pas une meilleure survie globale. Souvent, quand on a ça, on dit bah oui, c'est parce que on manque de puissance. Et si on avait plus de patients et plus de temps, on arriverait probablement à démontrer une différence de survie. Par contre, on avait une petite alerte dans cette étude-là, il n'y avait que 37% des patients qui avaient une chirurgie complète, donc ça c'est insuffisant pour ce qu'on doit faire pour le cancer de l'ovaire. Ensuite, alors là, une étude de la CIR Database, donc c'est des études où il y a beaucoup de patientes, mais des données qui peuvent être un peu plus critiquables. Donc là, sur près de 14 000 patients, on regarde les stades avancés et on démontre que plus le curage est étendu, meilleure est la survie des patientes. Donc là, quand même, on se dit, c'est très bien. Et alors, ça va aller on regardait en termes de nombre de ganglions. Donc des études comme ça, on se dit, ben, il faut faire des curages. Donc c'est ça qui fait que ça nous a poussé pour le cancer de l'ovaire à faire régulièrement des curages. Après, on a l'intervention de, alors l'étude, les équipes allemandes, notamment les études du professeur Dubois, sont des gens qui sont très convaincus par le curage, mais c'est surtout des endroits où ils traitent très bien le cancer de l'ovaire, ils en traitent beaucoup, et ils ont l'habitude de la chirurgie d'exérèse complète, des larges chirurgies. Donc c'est des centres de référence pour ça, et en plus quand ils font des essais, ils sont très bien construits et stratifiés dans le temps. Donc là, ils font un premier essai où en fait ils reprennent plein d'essais qui avaient été faits pour autre chose, mais que des essais randomisés. Et dans ces études-là, ils disent, ben, en regardant curage versus pas curage, on a l'impression que quand une dame avait une résection complète et qu'on lui a fait un curage, on a une meilleure survie. Donc ils disent, on va lancer une étude pour pouvoir le démontrer de façon prospective et de bien démontrer aux gens qu'il faut faire des curages. Et donc là, ils montrent l'essai Lion, qui est vraiment un essai très intéressant parce que c'est des essais faits par une équipe qui était convaincue d'avoir un résultat positif sur le curage et qui donc est une étude qui est très bien construite, publiée, comme vous le voyez, dans le New England, où ils n'ont pris que des cancers de stade avancé, où il n'y avait pas de ganglions suspects à l'imagerie, où on allait leur faire une chirurgie d'exérèse complète en initiale et où on a tiré au sort pour faire curage ou pas curage et ils s'entendaient à avoir une meilleure survie. Objectif principal, survie globale. Objectif secondaire, survie sans récidive, qualité de vie et le nombre de ganglions réséqués. Comme vous le voyez sur ces courbes, il n'y a aucune différence de survie, qu'on fasse un curage ou pas. Donc, pas de différence significative en survie globale,
en survie sans récidive, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a des différences de morbidité, on s'en doute, le curage n'est pas un geste anodin, mais je vous montre ça dans des centres qui avaient une grande expérience du curage. Non seulement il y avait des complications plus importantes, mais il y avait même un taux plus élevé de décès dans les 60 jours post-opératoires. Ce qui est assez étonnant, enfin honnêtement, aucune des équipes qui faisaient beaucoup de curage ne pouvait s'attendre à ce type de résultat, surtout venant d'équipes qui faisaient beaucoup de curage et avec beaucoup d'expertise dans le domaine. Donc ça, c'est une étude qui a vraiment changé les pratiques et je pense que c'est important que des études comme celle-ci soient menées. Donc, quand on regarde, l'autre question qui va se poser, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas arrêter de faire des curages et avoir une meilleure imagerie? Donc là, dans le temps, notamment on pense au PET scanner. Est-ce que le PET scanner nous a aidé à changer les pratiques? Là, je vous ai mis les recommandations qui avaient été faites par l'INCa, dirigées par le professeur Émile Daraille, où en 2018, on disait qu'on ne recommandait pas autre chose que le scanner pour la stadification ganglionnaire. Je vais vous montrer qu'en 2025, les recommandations n'ont pas changé. Seul le scanner était recommandé en France. Et donc, par contre, déjà dans cette étude-là, on en arrivait, l'étude Lyon venait de sortir. Et donc, dans les recommandations, changement dans nos pratiques, pas de curage systématique lorsqu'il n'y a pas de ganglion suspect. Quid du cas où on avait une patiente qui avait des ganglions malades, on lui fait la chimio et les ganglions disparaissent? Eh bien ça, on ne le sait pas, on n'a pas d'études pour le permettre de le voir, et vous allez voir que actuellement nos pratiques vont vers le fait de faire de moins en moins de curage et de réserver les curages aux patients qui ont de la maladie prouvée, visible, résiduelle au niveau ganglionnaire. Alors là, je vais vous montrer un focus sur les recommandations 2025 faites à Saint-Paul. Donc, sur quelle imagerie? Vous voyez que c'est les mêmes qu'en 2018. Est-ce que pour autant j'affirmerais que je ne fais pas de TEP scanner pour les cancers de l'ovaire de stade avancé? Ma réponse est non. C'est-à-dire que quand j'ai une patiente qui a une maladie très étendue au niveau abdominal, j'ai tendance à faire des TEP scanners parce que ça va me permettre de savoir s'il y a de la maladie en sus diaphragmatique. Et pour moi, s'il y a une maladie très étendue en sus diaphragmatique, c'est déjà une information et ça me poussera beaucoup moins à faire des curages par la suite si la maladie était très étendue au départ. Donc, place des curages en 2025. En chirurgie première, s'il n'y a pas de ganglion suspect, pas de recommandation de réaliser des curages. En chirurgie intervallaire, c'est-à-dire après chimiothérapie, s'il n'y avait pas de ganglion malade suspect initialement, on ne fait pas de curage. S'il y avait des ganglions suspects et qu'ils persistent, là oui, on va faire des curages. Ça paraît logique, puisqu'on va aller essayer d'enlever la maladie résiduelle. Et s'il y avait des ganglions suspects et qu'ils ont disparu, eh bien ça, on ne le sait pas. On n'a aucune étude qui nous permette dans ces cas-là. Donc moi, si je dois vous donner mon attitude personnelle, s'il y avait des ganglions malades en sus et en sous-diaphragmatique et qu'ils ont disparu sous chimio, je ne fais pas de curage et je vais plutôt concentrer sur les zones où il reste de la maladie. On a finalement pour la chirurgie intervallaire très peu d'études, un peu que ces données-là qui sont des données de méta-analyse et qui semblent montrer qu'il n'y a pas de différence de survie pour ces patientes. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le curage thérapeutique. Maintenant, on passe au cancer précoce, c'est-à-dire le curage de stadification. Donc pour des stades précoces, stade 1 à 2A, eh bien pour ces cancers-là, vous allez voir que la littérature elle est finalement assez limitée, mais que ça ne nous empêche pas d'en faire. On pourrait le critiquer. Donc ça, c'est une étude randomisée qui date maintenant d'il y a 20 ans, qui se posait la question de ces curages-là, qui ne montrait pas de différence de survie globale ou sans récidive, mais là aussi, on sort le carton manque de puissance. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de changements de thérapeutique si le ganglion était malade ou pas. Donc là, on a entre guillemets la pression, les discussions avec nos collègues oncologues qui vont nous dire, si le cancer n'est qu'un stade 1, je ne ferai pas de thérapeutique en plus comme les inhibiteurs de PARP, comme le bevacizumab. S'il y a une atteinte ganglionnaire, je vais changer mes traitements. Donc il ne faudrait pas qu'elle perde cette chance d'avoir cette molécule en plus. Et c'est un peu ça la réflexion autour de la stadification. Donc, actuellement, pareil, les recommandations de Saint-Paul, peut-on se passer du curage en l'absence de ganglions suspects à l'imagerie ou de découverte PEROP? Eh bien, le curage reste le standard pour une majorité des cancers de l'ovaire de stade précoce, sauf pour certaines histologies qui sont à bas risque. Ces histologies qui sont à bas risque, je vais vous montrer les dernières recommandations de l'ESGO, c'est essentiellement les endométrioïdes de bas grade, les mucineux de type, pas de type infiltratif, mais de type expansif, et les bas grades. Donc des histologies très particulières. Alors si vous me dites,
Oui, mais quelle est la littérature pour démontrer ça? Eh bien, comme vous le voyez, elle est extrêmement limitée. Mais la phrase qu'on va retrouver dans les recommandations, c'est ça peut nous permettre de mettre un traitement en plus. Et c'est vrai que les quelques stades 1 et les stades limités au ganglion, si on peut les guérir, c'est quand même plus celle-là qu'on va guérir hein, que les stades avancés, eh bien, on ne veut pas rater l'indication d'un traitement adjuvant. Pareil, pour ces lésions-là, il n'est pas recommandé de réaliser un PET scanner systématique. Ici, ce sont les dernières recommandations de la Société européenne d'oncogynéco qui sont encore en cours de relecture et que donc je vous présente ici, où vous voyez que pour tous les hauts grades cellules claires, il est recommandé de faire les curages. Par contre, c'est pour les endométrioïdes de grade 1, les mucineux expansifs et les bas grades qu'on peut se permettre de ne pas faire de curage. On retrouve sous une autre forme ces recommandations ici. Alors, est-ce qu'il y aurait une place pour le ganglion sentinelle? Jusqu'ici, pour le cancer de l'ovaire, pas de ganglion sentinelle. Pourquoi? Parce que l'ovaire est un organe très particulier dans sa vascularisation. C'est qu'il se draine directement au niveau de l'aorte et de la veine cave inférieure. Et donc, finalement, à la différence du col ou de l'endomètre, où on a finalement vraiment des relais progressifs, ben, pour l'ovaire, comme je vais vous le montrer, on a souvent un drainage qui va se faire directement en lombo-aortique. Donc jusqu'ici, la question était, il y a eu très peu d'études dans ce domaine-là. Donc je vais vous montrer, les données, elles sont pour l'instant très limitées. Dans cette première revue de la littérature, c'était 113 cas. Donc vous voyez assez peu de patientes. Là, c'est toutes les études qui ont été réalisées ou quand vous regardez la taille des études, c'est entre 5 et 20 patientes, donc très limité. Il semblerait dans ces études-là que ce soit faisable. Je vais vous montrer comment ça se fait. Hein. On a une large étude prospective qui est en cours, pas en France malheureusement, parce il y avait un PHRC global qui avait été déposé, mais pour l'instant refusé. Quand on regarde ces premières études, qui sont intéressantes parce qu'ils font le ganglion sentinelle et le curage, ce qu'on va voir, c'est que déjà, ça nous confirme que le drainage se fait beaucoup en lombo-aortique, donc soit directement en iliaque primitif, soit en lombo-aortique. On a près de 2 tiers des cas où c'est directement lombo-aortique, donc il ne faut pas s'attendre à le trouver en pelvien, un de chaque côté, comme on peut avoir pour le cancer du col ou le cancer de l'endomètre. Je vais vous présenter les 2 plus larges études. Donc cette étude-là, 174 patientes, bah, tout de suite, le chiffre que vont regarder nos collègues oncologues et qui les bloquent, c'est la sensibilité. Et ben, on avait 4 patientes qui étaient N+, avec un ganglion sentinelle négatif. Donc, on veut dire un quart des patientes N+. Bah là, ça suffit à ce qu'ils disent, bah non, je vais rater trop d'indications de traitement adjuvant. Donc voilà, la deuxième étude dont on dispose, que je vais vous montrer là, plus limitée, 30 patientes, et là, ils ont une sensibilité de 100%. Donc ça nous confirme que c'est des données intéressantes, mais qui nécessitent d'être poursuivies. Alors je vais vous montrer des vidéos de ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a plein de questions qui se posent. Où est-ce qu'on injecte le traceur? Est-ce qu'on l'injecte dans le col? Bah non, ça représente pas bien l'ovaire. Est-ce qu'on l'injecte dans l'utérus? Pareil, ça remplace. L'idéal, c'est de l'injecter dans l'ovaire. Est-ce qu'on a envie de l'injecter dans la tumeur? Non, je ne me sentirais pas à l'aise pour le faire. Finalement, ce qui a l'air d'émerger, c'est plutôt de l'injecter dans le lombo, c'est-à-dire directement dans la veine de l'ovaire, dans le lombo ovarien. Est-ce qu'on l'injecte avant ou après avoir enlevé l'annexe? L'idée, c'est plutôt après, mais au moment du geste, on a fait l'annexectomie. C'est pas très logique de le faire 2 mois plus tard quand on a le résultat anapathe. Donc ça voudrait dire de le faire pour toutes les lésions ovariennes très suspectes. C'était comme ça que le PHRC avait été construit. Mais c'est vrai que ça veut dire que quelques patientes, on irait se retrouver à faire un ganglion sentinelle pour un borderline. Donc, vous voyez quand même des questions sur comment adapter ces lésions-là. Alors, ça, c'est l'étude prospective qui est en cours et qui sera, je pense, très intéressante. Et là, je vais vous montrer des vidéos. Si ça marche, on va l'espérer. Hop. Ah, voilà. Donc là, c'est une vidéo. Alors, ces vidéos m'ont été fournies par Henri Azaïs, qui est à l'HEGP, avec qui on a eu le plaisir de travailler longuement. Et c'est d'ailleurs lui qui avait fait le papier dont vous a parlé Blandine sur la ventrofixation de l'utérus. Donc là, vous le voyez injecter le verre dans le lombo ovarien. Donc voilà pour cette première vidéo. On comprime à cet endroit-là. Puis après, on va vous montrer comment ça se passe après. Alors, hop, pour passer à la diapo, voilà. Donc ça, c'était l'image là. Et pour passer à la diapo d'après, je veux bien que vous me passiez, parce que là, il ne veut plus me passer à la suivante. Voilà, ça, c'est toujours la même diapo. Voilà, parfait. Et la vidéo, voilà. Je vous laisse la passer, parce que moi, avec le petit curseur, il ne veut pas.
Voilà, donc ça c'est une vidéo au robot où vous allez voir que un des questionnements quand même qui se pose pour le ganglion sentinelle, là il allait faire un curage derrière, donc il dissèque tout. Mais la question c'est quand il faudra aller disséquer que l'endroit où il y a le ganglion sentinelle et laisser les autres ganglions, ce sera peut-être un peu moins évident. Alors là, donc là ce que vous voyez en haut de l'image c'est l'urtère, c'est une voie rétro-péritonéale. Donc là, la dissection, il fait sa dissection classique de curage lombo-aortique. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il met la caméra au vert et on voit assez bien l'arrivée du ganglion sentinelle. Donc là, on est au-dessus des vaisseaux. On libère les gros vaisseaux se trouvent en bas. C'est mes dernières diapositives, hein. Je vous montre juste la fin de cette vidéo. Voilà. Et on va vous montrer quand ça met le vert. Je peux l'avancer ici peut-être? Non, voilà. Bon, voilà. Ouais, voilà. Donc là, on vous montre, vous voyez le canalicule et le ganglion vert en bas de l'image. On voit pas mal quand même. Donc après, il avait bien libéré tout l'espace. Et après, comment est-ce qu'on fait pour aller libérer que cet endroit-là? Voilà. Donc je suis dubitatif sur la technique, mais voilà. Donc après, ça marche, hein. On le voit bien, le ganglion sentinelle, hein. Donc voilà. Mais il faudrait arriver à disséquer que cet endroit-là. On peut passer à la diapositive suivante. Et puis celle suivante aussi, parce qu'après, je le montrais en. Voilà. Je le montre en transpéritonéal, mais on va passer pour respecter le temps. Ouais, vous pouvez passer à la suivante. Non, c'est toujours la même. Voilà. C'est ma dernière diapositive. Donc, pour résumer les choses, dans le cancer de l'ovaire, donc que ce soit un stade précoce ou que ce soit un stade avancé, le maître mot demeure encore en 2026. Il faut faire une résection complète macroscopique des lésions. C'était pas mon sujet aujourd'hui, mais ça demeure l'élément le plus important. Quand vous êtes sur un stade 1, actuellement, on recommande de faire des curages systématiques, sauf pour les trois histologies que je vous ai décrites ici, pour avoir la stadification et savoir s'il y a de la maladie occulte pour pouvoir adapter le traitement adjuvant. Y aura-t-il une place au ganglion sentinelle? Il y a des études en cours et je pense que c'est intéressant de les suivre. Pour ce qui est des stades avancés, on est plutôt bien sûr dans une démarche plus de stadification, mais de est-ce que c'est curatif? Puisque de toute façon, on va faire des traitements poussés puisque la maladie est étendue. Quand il n'y a pas de ganglion suspect, eh bien, il est recommandé de ne pas faire de lymphadenectomie. Quand il y a des ganglions suspects, si ils persistent après la chimiothérapie, oui au curage. S'ils ont disparu, eh bien, surtout si c'était étendu, il n'y a, je pense, plus de place au curage. Et quid d'adénectomie sélective sur la maladie qui reste? C'est un peu vers ça qu'on se dirige quand même actuellement. Et puis, c'est pour ça que là, le TEP scanner peut être intéressant pour adapter, même s'il n'est pas actuellement dans les recommandations, parce que de là à démontrer un effet thérapeutique de l'examen, c'est délicat, mais je pense que ça nous aide. Et quand même, si vous demandez, un grand nombre d'entre nous le réalisent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine, pour cet exposé lumineux, comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions à poser au professeur Catherine Usan? Je suis sûr que Richard Villet a une petite question, hein. On va vous faire passer le micro. J'ai aucune question parce que je trouve que Catherine a fait un exposé. Elle sait très bien que ça a été mon dada puisque j'ai été à l'Académie de médecine élue sur cette restriction sur les curages lombo-aortiques et je crois que elle illustre très bien. La seule chose qui me surprend, c'est effectivement, je reste très, mais c'est parce que je suis un peu vieux, mais très inquiet sur le ganglion sentinelle parce que le problème, c'est de voir ce ganglion qui est rétro-pelvien. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre moyen pour le visualiser que l'œil du chirurgien? Tu vois, je pense qu'il faut aller sur quelque chose d'autre, peut-être une caméra isotopique ou quelque chose, parce que si tu dois disséquer tout l'espace lombo-aortique pour dire je vais trouver ce ganglion, je vois bien que toi-même tu es en train de te dire est-ce que c'est raisonnable? Bah, au niveau isotopique, le problème, c'est que la caméra, enfin, pour l'avoir utilisée, quand on utilisait la caméra isotopique pour le ganglion sentinelle au niveau pelvien, c'était quand même pas très pratique d'aller le trouver. Après, avec tout ce que nous a montré Céline, on peut imaginer que si on arrivait à avoir un marqueur spécifique de l'ovaire, alors, on les a pas encore vraiment, même s'il y a une piste autour de tout ce qui est lié au folate, puisque maintenant on a des médicaments liés au récepteur au folate. Alors ça représente une partie hein, des cancers séreux, mais si on arrivait à avoir un marqueur spécifique et qui, après, on pourrait imaginer de repérer où il est en imagerie et après avoir de la réalité augmentée et de pouvoir au robot qu'on nous dise il se trouve là, on a des images superposées et le ganglion se trouve là. Donc oui, si on avait ça, je pense que ça serait intéressant.
Pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, sauf si Céline, toi, tu as entendu des choses plus avancées, mais intellectuellement, il faudrait déjà trouver le marqueur spécifique qu'on peut injecter, ou en tout cas avoir la possibilité en imagerie. Pour l'instant, ce que nous montre le robot, c'est la lésion en direct. Mais voilà, si on pouvait le trouver en imagerie et pouvoir coller les images, ça pourrait être intéressant. Et le deuxième commentaire, c'est, je crois que tu l'as très bien dit, il faut être courageux et savoir aller enlever les ganglions qui restent après une chimiothérapie adjuvante et après la laparotomie, parce que vraiment, on a des cas de survie qui sont exceptionnels lorsqu'on va enlever parfois une seule grosse masse, qui est c'est une maladie bizarre, Mm. très bizarre. Frédéric, tu peux passer ton micro, Richard? Frédéric Vin. Merci pour sa présentation. Juste une petite question sur la fréquence des lymphédèmes. Je sais bien que c'est secondaire, mais Non, quelle est la c'est pas du tout fréquence? secondaire, c'est une question majeure. Moi, quand je discute avec mes collègues qui font beaucoup de lymphologie, le centre de référence c'est à Cognac-G avec le professeur Vigne, il me dit qu'il voit beaucoup plus désormais de lymphœdème de la jambe que de lymphœdème du bras, ce qui est une bonne nouvelle, parce on a commencé à désescalader pour le curage axillaire avant de désescalader au niveau pelvien. Et il m'explique bien que lui, ce qu'il trouve vraiment le plus terrible, c'est les lymphœdèmes des jambes. Et puis, il n'y a pas que le lymphœdème de la jambe, hein, il y a au niveau du mont de Vénus. Et donc, c'est vraiment des choses. Alors, d'abord, un premier élément, c'est on a arrêté de faire des curages très extensifs. Parce qu'on voit bien, hein, il y a une époque où, au niveau d'un curage pelvien, c'était 22 ganglions. Ça, c'est vraiment des curages où on enlève tout, etc. Ça, c'est sûr qu'on a des lymphœdèmes. Maintenant, on est sur des curages qui sont beaucoup plus limités. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est que vraiment pour l'endomètre, qui en plus, le cancer de l'endomètre, c'est en plus des patientes qui en général sont en surpoids, diabétiques, hypertendues, où ça avait un rôle majeur. Là, le ganglion sentinelle a vraiment diminué les choses. Donc, quand on fait un curage, on est sur des taux de lymphœdème autour de 20%. De toute façon, c'est toujours plus élevé quand on va aller vraiment le mesurer. Dans l'étude Senticol, les études Senticol, qui sont les grandes études de ganglion sentinelle faites en France, et la dernière étude qui est Senticol 3, donc Senticol 2, il y avait une mesure systématique des jambes. Et quand on le mesure systématiquement, eh ben, on arrivait à 25% de lymphœdème. Faut rajouter quand même que le pourvoyeur de lymphœdème à Cognac-G pour les membres inférieurs, c'est essentiellement la vulve. Ouais. J'ai eu l'impression, dans mon expérience, que le curage lombo-aortique, comme le dit très bien Catherine, sans le faire trop extensif, c'est totalement différent qu'un curage inguinal bilatéral avec les curages iliaques, où là, vraiment, c'est une catastrophe pour les membres inférieurs. Mais moi, je trouve que la question là, que vous vous posez, c'est une question que se posent énormément de chirurgiens en 2026. C'est que quand on va pour opérer une lésion, on ne la voit pas. On la voit sur les scanners, les reconstructions 3D, on a des images magnifiques, mais en péropératoire, bah, on va opérer une tumeur du foie, on sait vaguement où elle est, Mm. mais on ne la voit pas vraiment avec ses rapports vasculaires. Quand on va opérer un petit cancer du côlon, on ne le voit pas. Le charme, c'est déjà de le trouver. Ensuite, il faut faire l'opération, mais ça, c'est plus classique. Et là, ce sont des sujets en fait quotidiens pour l'ensemble des chirurgiens. Je ne parle pas des neurochires également. Bon. Et donc ça, je pense que c'est un grand challenge pour nous dans les années qui viennent, c'est de voir. Alors ce qu'on fait, Lise Lecointe, Nicolas Bourdel, ce que vous nous avez montré, tout ça, je trouve que vous avez plutôt de l'avance, en tout cas pour la chirurgie des tissus mous, parce que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce que là, on fait des dissections extensives à la recherche du truc, et ça prolonge l'opération. Vous en avez parlé, c'est pas anodin, des lymphodèmes éventuels, etc. Et ça, c'est une grande attente qu'on peut avoir. Si on ne veut pas que la chirurgie soit remplacée par la radiologie interventionnelle, et honnêtement, ils sont très en avance sur nous pour plein de choses, et notamment pour aller enlever plus spécifiquement quelque chose ou traiter quelque chose plus spécifiquement, c'est quand même très intéressant. Donc je pense que c'est la combinaison des deux, et que si on reste à faire des chirurgies extensives pour aller en retirer une C'est ça, ouais. forcément on aura perdu, parce que c'est pas ce qui est adapté pour les patients. Alors, est-ce que ça se passera par des nouveaux marqueurs? Est-ce que ça passera par des lunettes connectées qui nous mettront la reconstruction dans la lunette connectée en opératoire, ou là, pour faire une sous-segmentectomie thoracique, on saura exactement que le vaisseau, il est là. On verra. Mais en tout cas, c'est un sacré challenge que de pouvoir mieux voir dans les années qui viennent, quand on opère les malades. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Hubert Joannet. Le problème, c'est que l'œil humain a une limite dans sa
possibilités de vision. Et donc la microscopie numérique qui commence à arriver dans certaines disciplines, dont la vôtre, dans la mienne, en ophtalmologie, permet de voir plus que ce que l'œil humain voit. Et Que ça la me main paraît... palpe, parce que c'est aussi ça aussi. Pardon? Ou que la main palpe, parce que Et que la main on est palpe, beaucoup- exactement. Et donc, c'est un des apports, justement, de l'intelligence artificielle qui arrive maintenant, de voir ce que l'œil ne voit pas. Et finalement, qui pourra être associé à la robotique, effectivement. Et c'est un des avantages, justement, de ces évolutions technologiques qu'on peut voir d'ailleurs dans toutes les disciplines. Et c'est pour ça que je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, voir des choses qu'on ne voit pas au-delà de ce que l'homme peut voir. Il y a actuellement des recherches sur l'élargissement de notre spectre visuel, c'est-à-dire on pourrait voir un peu d'infrarouge ou un peu d'ultraviolet, ce qui ouvrirait les possibilités techniques. En tout cas, je pense que ça nous permettra de faire des grands pas, et pour les patients surtout. Je voudrais poser une dernière question, Catherine. Pour toi, qui a un grand recul, une grande expertise, qu'est-ce qui a fait faire le plus de progrès dans la prise en charge des cancers de l'ovaire? Si on sort de la lymphadenectomie, là, mais si on prend la maladie d'une façon globale, Dans les dernières années, si on dit depuis 20 ans, qu'est-ce qui a le plus sauvé de malades? là, ce qui a le plus changé. Alors, Sur une maladie qui est catastrophique. ouais. Non, de façon générale, parce que Alors- pour les non-experts, c'est une maladie terrible, le cancer de l'ovaire. D'une façon générale, il y a quand même eu un changement drastique autour de un médicament qui est l'inhibiteur de PARP, qui est de dire mutation, inhibiteur de PARP. Moi, c'est des patientes, je n'avais jamais vu de patiente de stade avancé où je suis 6 ans après et elle n'a pas récidivé. Enfin, voilà, il y a des chirurgiens qui me disaient, moi, je peux. Je dis, non, moi, je passe mon temps à les opérer pendant des heures et elles récidivent dans les 2 à 3 ans, elles récidivent dans les 2 ans quand on s'estime heureux. Donc ça, les inhibiteurs de PARP ont vraiment changer les choses. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vu passer des éditos en disant, est-ce que va disparaître le dogme de la... J'ai vu des éditos d'oncologues en disant, est-ce que le dogme de la chirurgie d'exérèse complète va disparaître? Dans les faits, on ne peut pas se passer de cette chirurgie, sauf chez les patientes qui sont mutées BRCA. Et c'est vrai que ça, et comme ça, je finirai sur cette partie-là. Chez les patientes mutées BRCA, on a des patientes, on avait une maladie avec un PCI à 31, on refait la cellio, on voit plus de maladie. Et sur ces patientes-là, je ne sais pas à quel point la chirurgie sert encore à quelque chose. D'où les essais qui sont lancés actuellement de la chirurgie sur les cancers de stade avancé par voie robot assistée ou cellio assistée, qui consiste à dire on ne sait pas à quel point c'est vraiment indispensable de lui faire la xiphopubienne, parce que ces patientes-là, on leur fait encore la xiphopubienne pour enlever, et on ne sait pas à quoi ça sert forcément. Donc là, pour ces patientes-là, on pourra faire cette chirurgie-là, et s'il reste des petites zones péritonéales enlevées, ben ça, on sait le faire par voie robot assistée. Donc, qu'est-ce qui a changé le plus? Je pense que autre élément qui a changé, donc à part les inhibiteurs de PARP, c'est, je crois beaucoup quand même à la centralisation pour les cancers de l'ovaire. C'est des chirurgies qui sont complexes. C'est pas que le rôle du chirurgien. C'est un anesthésiste qui connaît bien. C'est des infirmières qui ont l'habitude. C'est une stomathérapeute qui sait gérer et aider la patiente par rapport à sa poche. C'est d'avoir des équipes où on n'est pas un seul chirurgien, mais deux pour opérer, parce que c'est des chirurgies longues et complexes. Donc, je pense que cette centralisation, il y a plein d'études qui montrent que la survie, elle est différente en fonction du nombre de cancers de l'ovaire opérés par centre. Il n'y a pas beaucoup de cancers où on peut démontrer ça. Je pense que ce n'est pas une question des compétences, mes gros bras de chirurgien, c'est un effet centre. Donc la centralisation et des nouvelles molécules, je pense que c'est ça qui fait avancer beaucoup le cancer de l'ovaire. Et la chip? Je suis plus dubitatif sur la chip. La chip, je pense que c'est intéressant. Je dois avouer que moi, je viens de Gustave Roussy, où il y avait un des grands maîtres de la chip, Dominique Elias, qui était mon chef de service, qui croyait à corps et à cri à la chip dans le cancer du côlon. Et il a été l'un de ceux qui a promu l'essai prodige, qui est un magnifique essai, qui n'a pas démontré d'impact de la chip quand on opérait très bien les patientes. Entre-temps, on a eu des essais pour l'ovaire. Donc, c'est vrai que la machine qui ne servait plus pour le côlon s'est mise à servir pour l'ovaire. Bon, et il y a des essais en cours. Et je reste attentive et à l'écoute. Pour l'instant, je trouve que les données, voilà. Donc, dans certains cas particuliers, oui, pourquoi pas. Mais je trouve qu'on n'a pas encore des données qui montrent que ce soit vraiment un game changer. Sur la mise en place des seuils pour les centres pour le cancer de l'ovaire, je ne sais pas si vous Oui. avez vu le rapport de la Cour des comptes sur la qualité des soins qui est sorti il y a 10 jours. Il montre la carte de tous les centres et de ceux qui sont dans les seuils. C'est éloquent. Ouais. Je voudrais compléter le remarquable exposé sur les centres de référence. Je signale que les chiffres très intéressants que je connais très bien pour le Danemark, lorsqu'ils sont passés de 15 à 20 centres à 5,
ils ont pratiquement doublé la survie des stades 3, ce qui est quand même extraordinaire. Mais il y a une autre chose, par contre, qui fait très plaisir à l'Académie de chirurgie que je voudrais diffuser, c'est que ça n'est plus par chirurgien, mais par centre. Car ce qui est important, c'est pas le chirurgien. Et là, je crois que Catherine est très d'accord là-dessus. C'est d'avoir un centre qui est capable de maîtriser les complications, l'ensemble, les oncologues, les réunions. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose qu'on doit défendre. Et il n'y a plus besoin d'avoir des seuils par centre, par chirurgien, pardon, mais c'est par équipe. Il faut donc des équipes. Et il y a je ne sais plus si c'était Oufnagel, enfin c'est centralisé par Lyon et Isabelle Récocard, qui est quand même là pour moi la papesse de l'ovaire. On montre qu'en France, si on se met maintenant à 20 chirurgies de l'ovaire pour les centres, il y a suffisamment de centres dans l'ensemble des départements qui répartissent. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que souvent on dit, mais oui, mais les territoires. Mais les territoires, on y arrivera si on se donne ce mal-là, et c'est comme ça qu'on améliorera encore la survie des ovaires. Encore faut-il que les seuils soient appliqués. Et puis ce que tu dis pour le verre, je suis pas sûr que ça soit vrai pour le sein. D'après ce que j'ai compris, les seuils pour les seins, c'est par chirurgien dans les pays étrangers, me semble-t-il. Alors, Et ils sont beaucoup ouais. plus En importants. France, là, en France, pour le sein, on est à 70 par centre, et pas par chirurgien. Et 70 par centre, on est le pays d'Europe où le seuil est le plus bas. Établissement. Quoi? Par établissement. 70 par établissement. Voilà. Voilà.